mars, on commémore la journée des droits des femmes, journée internationale portée par l'UNESCO. Et c'est le moment de se souvenir de la situation des femmes engagées qui sont venues travailler à La Réunion. Dans les convois d'engagés qui sont arrivés à La Réunion, il n'y a pas seulement que des hommes, il y a aussi des femmes et des enfants. Mais ces femmes sont en quantité moindre parce que ce que veulent les propriétaires, les engagistes, surtout réunionnais, ce sont des bras pour travailler la terre. Donc, ils recherchent des hommes, essentiellement des hommes jeunes. En ce qui concerne les femmes d'origine indienne, la réglementation prévoit l'arrivée de ces femmes jusqu'à un quart de chaque convoi en 1860. On a des femmes qui arrivent avec leur mari, donc des couples qui arrivent avec des enfants. On a des femmes qui arrivent aussi toutes seules. Et toutes ces femmes se retrouvent dans une situation nouvelle, dans un monde nouveau qu'elles doivent appréhender, dans lequel elles doivent s'insérer. Beaucoup se retrouvent comme travailleuses puisqu'elles arrivent avec un contrat d'engagement qui est de 5 ans, avec un salaire qui est moindre, parce que si les hommes touchent en moyenne 12,50 francs, les femmes ne touchent que 7,50 francs. Et ces femmes, de façon générale, sont dans une situation de dépendance vis-à-vis de ces hommes. Alors, ce manque de femmes pose un vrai problème parce qu'elles vont subir à la fois le poids d'une société patriarcale et d'une société de la plantation coloniale où elles sont évidemment désirées à la fois par la hiérarchie de la plantation, que ce soit les régisseurs, les commandeurs, voire le maître, mais aussi par les autres engagés qui veulent avoir des femmes. Et aussi, ces femmes seules, elles vont être l'objet de beaucoup de convoitises qui se traduisent dans le meilleur des cas par un mariage ou un concubinage, et dans les pires des cas par des violences qui peuvent aller jusqu'au viol. Dans les archives de la justice, beaucoup de ces femmes subissent des viols dès leur plus jeune âge. Celles qui sont les plus en sécurité, on va dire, ce sont celles qui arrivent mariées, puisqu'elles sont sous l'autorité de leur époux, même si ces mariages sont seulement des mariages religieux. Ces femmes qui arrivent avec des enfants vont trouver des maris qui vont les épouser parce qu'il y a un tel manque de femmes que les gens sont quand même heureux de voir arriver ces femmes avec ou sans enfants. Donc, qui va épouser, former un nouveau couple et avoir d'autres enfants dont on peut suivre la descendance aujourd'hui. Donc, les situations sont très variées, mais effectivement, le rapport Miot dénonce cette utilisation des femmes par les engagistes pour retenir les engagés sur place, parce qu'en se mariant, l'engagé doit payer le mariage. Et pour ce faire, il s'endette auprès de son engagiste. Et donc, autant d'années où il va être obligé de rester sur place pour rembourser cette dette. Et en plus, généralement, comme il est tellement content d'avoir une femme, il va prendre à son compte le contrat de sa femme et donc va devoir des années encore. Et donc, c'est comme ça que les engagistes fixent des couples ici sur le territoire. Alors, il y a des femmes qui arrivent ici, il y a des cas particuliers. Moi, j'ai en tête une jeune femme qui est arrivée dans les années 1860 de Calcutta, qui s'appelle Rupia Mohan, qui est arrivée avec 2 petites filles. Alors ça, c'est le cas de veuves. Ce sont probablement des veuves qui arrivent comme ça et qui se disent que de toute façon, aller ailleurs, c'est beaucoup mieux que de rester en Inde où la situation des veuves est très, très compliquée. Elles sont mises à l'écart en Inde. Donc cette dame, elle arrive avec ses 2 petites filles qui ont 8 ans et 4 ans. Elle est hindoue, elle s'engage, elle travaille et finalement, on voit au fur et à mesure que ses enfants grandissent, que finalement, elle va s'engager à un moment donné chez un commerçant musulman qui va épouser une de ses filles. Et elle accepte cette femme-là, qui est totalement hindoue, parce qu'à chaque fois qu'elle renouvelle son contrat, elle dit « je veux garder
la liberté de pratiquer le pongol. Elle précise à chaque fois, elle va accepter que sa fille devienne musulmane parce que c'est pour elle un moyen de monter dans l'échelle sociale. Et elle continue à être engagée et jusqu'à sa mort, elle va travailler comme engagée. Elles arrivent avec leur propre culture et c'est elles qui vont transmettre cette culture, en particulier dans le cadre du foyer qu'elles constituent, à leurs enfants, à leurs filles en particulier, et sur les traditions à maintenir, sur le mode de vie à maintenir, sur la cuisine, sur la culture, sur les chansons. Donc tout ça, c'est les femmes qui vont être à l'origine de la codification et de la transmission de tout cet héritage. Et ce qui est intéressant, c'est que contrairement à ce qu'on pense, dans ce milieu des camps de l'engagisme, les groupes, justement à cause du manque de femmes, les groupes vont se mélanger, vont se métisser, et les enfants qui sont issus de ces groupes métis vont hériter des doubles cultures. Et on le voit encore aujourd'hui, que finalement, si on considère la pratique de l'hindouisme, et il inclut des gens de toutes origines, c'est lié à ses grands-mères ou ses arrière-grands-mères. Et même quand on regarde le groupe des Malgaches ou des Comoriens qui sont arrivés au début du XXe siècle, on voit bien que les grands-mères ne sont pas forcément des Malgaches, peuvent être des Comoriennes, peuvent être même des Chinoises. Et donc, leurs enfants ou leurs petits-enfants héritent de toute cette culture qu'on retrouve aujourd'hui dans l'ensemble de la Réunion.